Donc nous allons aborder aujourd'hui la manière dont la philosophie stoïcienne, en particulier, principalement je dirais chez Épictète, a abordé le problème de la personne, parce que c'est bien là que le mot prosopone, que nous avions évoqué au tout début, prend progressivement cette signification. Donc qu'est-ce que c'est que la personne dans le stoïcisme? Mais avant cela, je vais répondre à deux questions et qui vont me permettre de revenir un instant sur ce que nous avons vu la dernière fois chez Aristote à propos du nous en particulier. Donc il y a deux questions qui ont été posées à propos du cours de la dernière fois sur le lien entre l'esprit chez Aristote et la conception qu'il a de l'homme, qui nous conduit à envisager qu'il y a chez lui, même si le mot ne s'y trouve pas, une certaine approche déjà de la personne humaine. La première question est la suivante. Aristote fait une analogie entre la matière et la forme artistique pour introduire, je dirais plutôt que pour expliquer, la distinction de l'intellect passif et de l'intellect actif. Ce que nous avions travaillé la dernière fois, la manière dont Aristote pose cette distinction quand il s'intéresse à ce que c'est que le fait de penser et comment ceci, dans l'homme vivant, se produit-il. Littéralement, comment à un moment donné naît le fait de penser. Donc voilà, et on se souvient que Aristote, pour aborder cette distinction, dit « De même que dans la nature tout entière, il y a la distinction entre la matière, ce qui est capable de recevoir toute chose, et l'art qui produit toute chose, de même, dit Aristote, et là il emploie une expression tout à fait précise, il est nécessaire que dans l'âme aussi se trouvent ces différences. » Donc la question est la suivante, Aristote fait cette analogie, etc. D'où vient son « il est nécessaire que dans l'âme aussi se trouvent ces différences ». Alors c'est très simple. C'est précisément, et c'est pour ça que la dernière fois j'ai insisté sur ce point, parce qu'Aristote commence par dire, il ne part pas de la pensée, il commence par s'intéresser au vivre. Et vivre pour l'homme. Nous étudions l'homme vivant, non pas la pensée en soi. Et vivre, c'est d'abord se nourrir, croître, dépérir, sentir, imaginer, penser, vouloir. Et c'est pour ça qu'Aristote souligne que, premièrement, le vivre, le to zen, est dit de multiples manières. Donc on part de cela. Et ceci nous conduit d'abord à quoi? À une distinction qui est dans l'homme vivant entre ce que les traditions appellent l'âme, psyché, et le corps, soma. Donc j'ai bien insisté la dernière fois, Aristote ne part pas de l'âme d'un côté, du corps de l'autre, ce que fait Platon. Et c'est pour ça que Platon souhaite que cette union contre nature entre l'âme et le corps soit rompue. Philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire, dit Socrate dans le Phédon, au moment où Platon met en scène Socrate qui vient de prendre la ciguë, c'est-à-dire retrouver l'état, j'allais dire, normal de l'âme qui est unie au corps par accident et en raison d'une peine. Aristote est tout à fait opposé à cette vision et dit nous partons de l'expérience. Et l'expérience, ce n'est pas l'expérience d'une âme qui, par accident, rencontre un corps qui se promenait par là. L'expérience que j'ai, c'est l'expérience d'abord d'un corps, c'est-à-dire d'une réalité physique, douée de vie. C'est comme ça qu'Aristote commence le traité de l'âme. Parmi les corps, les uns sont vivants, les autres sont sans la vie.
Et qu'est-ce que c'est que le corps pour Aristote? Le corps, c'est pas seulement le corps humain. Le corps, c'est la réalité physique parfaite, c'est-à-dire la réalité physique douée de 3 dimensions, celle qui existe dans l'espace. Le corps, Aristote l'a déjà abordé dans la physique. Et la première distinction qu'il a faite dans la physique, c'est de dire, parmi les réalités dont nous avons l'expérience, dans le monde des corps, les uns sont par nature, les autres sont par d'autres causes. Par d'autres causes, dit Aristote, j'entends un lit, un vêtement, c'est-à-dire les réalités qui sont faites par l'art. Donc, 2 distinctions qui, j'allais dire, s'enchaînent. Aristote ne part pas du vivant pour aborder le non-vivant. Il part du naturel, du par nature, fouseille, qui se distingue de l'aspect artistique. On saisit le fouseille en le distinguant de ce qui est selon l'art. Prenons notre expérience très simple. Dans les réalités qui nous entourent, qu'est-ce qui est fait par l'art humain? Qu'est-ce qui est artificiel? C'est-à-dire, artificiel n'a pas là le sens de quelque chose de péjoratif. On ne parle pas d'un tissu artificiel, ce n'est pas du nylon de bas de gamme. On parle de ce qui est fait, factus, par l'art humain. La table, c'est du bois, mais elle est une table parce qu'un homme a transformé ce bois pour en faire une table. Le pot de fleurs, c'est de la terre, mais c'est un homme qui a façonné cette terre pour la cuire et en faire une poterie. Donc, ce qui est par nature, c'est ce qui est fondamental à l'intervention de l'art, que l'art humain n'a pas touché, n'a pas transformé. Cette distinction est très importante et elle est très actuelle, si je puis dire, puisqu'aujourd'hui on insiste tellement sur ce que l'homme a transformé, et après le marxisme, on a cette vision que l'art humain est plutôt quelque chose de violent qui s'impose dans une praxis à la matière, il faut dominer la matière, et donc on veut retrouver, dans un monde très façonné par l'art humain et par la technique, on veut retrouver ce que l'homme n'a pas encore touché. Est-ce que ça existe encore? Telle est la question, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on dit que l'intervention de l'homme est tellement quantitativement présente que même des milieux apparemment préservés sont quand même influencés par l'art humain, par la technique. L'autre jour, un agriculteur soulignait que l'agriculture dite bio est souvent une vaste plaisanterie, parce que peut-être à 10 km de là, il y en a un autre qui n'est pas bio, comme on dit, et donc les produits de synthèse arrivent malgré tout dans le champ du bio. Et donc, qu'est-ce que l'homme n'a pas encore touché? Donc le fouseille, ce qui est par la nature, ce qui est le produit, autrement dit, d'un devenir qui est naturel et non pas d'un devenir façonné par l'homme. Et puis, dans ces réalités naturelles, fouseille, donc dans le monde des corps naturels, les uns ont la vie, les autres ne l'ont pas. Et par avoir la vie, dit Aristote, j'entends se nourrir. On se souvient dans le traité de l'âme, il a cette question très, très amusante. Il dit, mais Empédocle affirmait que le feu était vivant parce qu'il transforme tout en lui. Est-ce que le feu est vivant est-ce qu'il assimile tout comme un vivant, ou bien est-ce que c'est une activité de transformation fouseille qui agit de l'extérieur? Bien sûr que c'est de l'extérieur. Le feu reste un élément naturel. Il n'est pas vivant. Alors on dira métaphoriquement, le feu se nourrit du bois qu'on lui fournit pour qu'il continue, d'accord, mais ça c'est une métaphore. Mais on voit bien la question des anciens. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est précisément, premièrement, assimiler, faire que quelque chose d'extérieur devient immanent à celui qui se meut. C'est pour ça qu'Aristote dira, la nature, la physis, elle est mue. C'est un mouvement, c'est un devenir qui agit de l'extérieur. Ce sont des corps qui agissent les uns sur les autres de l'extérieur. Et c'est pourquoi le monde physique est un monde avant tout d'extériorité,
de lutte l'un contre l'autre et d'addition ou de soustraction. Une pierre plus une pierre plus une pierre, quand vous faites un tas de pierres, hein, c'est une addition quantitative. Le vivant, au contraire, se meut, c'est-à-dire, il fait que quelque chose qui lui est extérieur, il le fait sien, il se meut. Se nourrir, c'est assimiler, c'est-à-dire prendre quelque chose d'extérieur et par le mouvement vital d'assimilation, qui comporte la digestion, la préhension, la mastication, le fait d'avaler, tel le Boa, et ensuite la digestion, puis finalement le fait que j'assimile. Alors la biologie contemporaine a étudié ça de façon beaucoup plus fine, hein, le processus de l'assimilation. Mais ce qui m'intéresse ici en philosophe, c'est que le vivant fait de quelque chose d'extérieur à lui quelque chose qui devient immanent à lui, qui devient même lui. Quand vous avez mangé une carotte, la carotte devient substantiellement vous. Vous assimilez ce qui convient à votre vie et vous écartez, vous rejetez ce qui n'est pas assimilable. C'est le processus vital. Donc, c'est de ce vivant qui se nourrit et qui respire qu'on distingue la cause. Le principe et la cause de ce s'émovere, du fait de se mouvoir, et non pas seulement d'être mu. Bien sûr, en tant que je suis dans le monde physique, il y a pour une part, je suis mu, je subis les aléas climatiques, je subis l'influence de la Lune, je subis les attaques des virus. Très bien, il y a du être mu. Je suis dans le temps et donc j'ai un âge et j'ai plus tout à fait la même vigueur que quand j'avais 15 ans où je pouvais courir à toute vitesse. Non, le vieillard finit par avoir trois pattes, comme dit l'énigme du sphinx. Parce qu'il n'arrive plus, il lui faut une canne, un soutien, un bâton de vieillesse. Il est mu en partie, mais au-delà de ça, il se meut, il est capable d'assimiler. Et on sait combien certaines situations limites montrent combien le vivant peut être, à un moment donné, limité. À cause d'une maladie, je n'arrive plus à respirer correctement. Je n'assimile plus l'oxygène dont j'ai besoin pour vivre. Et donc, je m'affaiblis. Et peu à peu, je vois que c'est le devenir qui gagne, la corruption qui gagne, la corruptibilité, jusqu'au jour où, quick. Et donc, c'est à partir de là qu'Aristote distingue, dans ce vivant un, qui comporte cette unité substantielle et cette distinction de l'âme et du corps, mais non pas cette séparation, c'est à partir de là qu'il pose la distinction qu'il reprend aux pythagoriciens, mais qu'il approfondit énormément, des différents niveaux ou, comme on a dit parfois, degrés de vie. La vie végétative, respirer, se nourrir, croître biologiquement, se reproduire. Et la biologie contemporaine ne dit pas autre chose. Elle dit que les trois opérations fondamentales du vivant de vie biologique, c'est la nutrition, donc l'assimilation, la croissance, la capacité de se reproduire. Seul le vivant se reproduit. Un caillou ne fait pas un autre caillou. Alors on peut casser un caillou en deux, ça fait deux cailloux, mais ce n'est pas une fécondité, c'est une division physique. Vie sensible, la capacité de connaître sensiblement la sensation, le toucher, la vision, l'audition, l'olfaction, le goût. L'imagination, la mémoire, l'affectivité sensible, ce qu'on a appelé les passions, la joie, la tristesse, la peur, l'audace, la colère, etc. Et puis enfin, et c'est là qu'Aristote entre dans le livre, à propos du livre 3 au chapitre 4, à un moment donné, naît une activité vitale d'un autre ordre, qui est le to noein. Qu'est-ce que connaître intellectuellement ? Ce n'est pas seulement se représenter, avoir l'image du gros chien qui court. C'est se demander, qu'est-ce qu'un chien ? Qu'est-ce qu'un arbre ? Qu'est-ce qu'un homme surtout ? Parce qu'en fait, Aristote dira que la seule quiddité que l'on a vraiment, c'est celle de l'être humain.
parce que c'est la seule différence spécifique que l'on connaît, c'est le fait précisément dans le genre animal, la capacité de connaître qui fait qu'ensuite l'homme est capable de rire. Animal raisonnable. Donc, et nous allons y revenir parce que c'est précisément un point que souligneront les stoïciens. Et donc, c'est analogiquement à partir des activités fondamentales du vivre qu'Aristote s'élève à l'activité vitale qui est un acte de notre âme, et donc elle a en elle cette puissance, cette capacité. C'est ce que j'ai souligné la dernière fois. Le nous n'est pas une substance, pour prendre le langage d'Aristote. L'âme est substance. Le nous est une capacité de notre âme, dont je n'ai connaissance que quand j'ai l'expérience d'un acte de connaissance. C'est l'acte qui fait connaître la puissance. Et l'acte de penser, il faut le regarder sous deux angles. Qu'est-ce qui le spécifie ? Qu'est-ce que penser ? Pour ça, qu'est-ce qui spécifie la pensée, la différence de la connaissance sensible ou de l'image ? Alors que l'image en reste à la représentation, le cauchemar. L'intelligence saisit la signification, la quiddité des choses. Et elle est capable ensuite de discerner le vrai. Il n'y a pas de vrai dans l'image. C'est d'ailleurs très intéressant, c'est que quand on fait un cauchemar, par exemple, avec quelquefois des associations apocalyptiques, n'est-ce pas ? Une gueule de lion, des pattes d'ours, un cri de panthère, enfin ainsi de suite, il y a de quoi perdre la tête, c'est le cas de le dire. Quand on se réveille, on dit « Oh, ouf, cette grosse bête imaginative n'est pas dans ma chambre. Oh, heureusement, j'y ai échappé. » Mais de justesse, hein. Alors on se fait son film et on est pris par la passion de peur, on a le cœur qui bat encore, et puis après on dit « Ah non, ça va, j'allume, je vois, il n'y a personne, non. Sors un peu du coin là, non, il n'y a rien du tout, donc ça va, c'est peut-être parce que j'avais trop mangé, ou trop bu. » Et donc le corps étant un peu agité, l'imaginaire s'en mêle. Et les passions, mais dans l'imaginaire. Donc on voit bien la distinction. Revenons à ces expériences très simples. Penser ce qui est n'est pas se représenter un film. Hein. Il y a des gens évidemment qui vivent pendant des années dans des petits cinémas intérieurs. Ce qu'on appelle les jeux de rôle. Hein. Ils se prennent pour, je sais pas moi, Napoléon. Dans certains cas, ça se termine à l'hôpital. Hein. Napoléon est parmi nous, mais il y en a déjà 2 ou 3. Napoléon I, Napoléon II, Napoléon III, Napoléon IV, Napoléon... Il y a 7 Napoléons à l'hôpital. Alors comment font-ils ? Est-ce que c'est les 7 facettes du même être ? Est-ce qu'ils s'entretuent ? Parce que quand même, il ne peut pas y en avoir plusieurs, il n'y en a qu'un à la fois. C'est cette histoire qu'on racontait, hein, d'un malade qui est à l'hôpital et quelqu'un vient le visiter, il dit « Faites attention, il y a un malade ici qui dit qu'il est Dieu le Père. Mais je sais que ce n'est pas vrai parce que je suis Dieu le Fils. » C'est très cohérent, mais enfin, ils sont tous les deux aussi fous. Donc, passer de l'imagination de l'image, de la sensation, à la signification. L'intelligence devient intentionnellement semblable à la détermination intelligible de la réalité. Et elle produit dans cette activité de connaissance, un fruit intellectuel, le concept, que nous exprimons ensuite par le langage. Donc, pour terminer sur cette question, le lien de nécessité vient de ce que nous sommes dans l'étude de l'homme vivant, c'est à partir de ce que nous avons compris de premier, la vie végétative, puis la vie sensible, qu'analogiquement, nous disons quelque chose de la vie de l'esprit. C'est en métaphysique qu'on regardera l'esprit pour lui-même, comme séparé, mais non pas comme une substance, encore une fois, à propos de l'acte et de la puissance. C'est le vrai qui fait connaître l'intelligence, et ça c'est la métaphysique qui va l'expliciter. Mais en philosophie du vivant, nous regardons qu'est-ce que l'activité de connaître intellectuelle, et comment cela naît-il dans l'homme ?
Comment éveiller l'intelligence? Plus exactement, comment l'intelligence s'éveille-t-elle? Parce qu'on ne l'éveille pas à coup de vitamine, hein, ou à coup de tasse de thé. Hein. Non, ça c'est pour se tenir éveillé parce qu'on tombe de sommeil. Alors pour conduire et pas se mettre dans le fossé, on boit du café. En fait, les routiers ne prennent jamais de café, hein, ils boivent beaucoup d'eau. Pour éviter de s'intoxiquer. Le café est un excitant. Mais vous n'allez pas être plus intelligent à coup de café. Hein. Non, non, non. L'intelligence, comme dit Aristote, n'a pas d'organe et donc elle est ni chaude ni froide. Elle n'est pas théinée ou caféinée. Non, non, elle n'est pas stimulée. C'est l'illusion de ceux qui croient qu'en prenant de la cocaïne, ils vont être plus intelligents. Non, ils sont juste un peu plus imaginatifs. Et ça devient dangereux. C'est plutôt le contraire. Ça éteint l'intelligence. Donc l'intelligence saisit la signification. Et comment s'élève-t-elle de la représentation à la signification? C'est ce qu'on appelle l'abstraction. Et c'est là où Aristote dira, pour pâtir sous l'action de l'intelligible, il faut que l'intelligence éclaire, c'est pour ça qu'il dit qu'elle est comme une lumière, tout ce qui vient de l'expérience sensible, pour saisir à travers tout cela ce qui est commun à tout cela, ce qui est dans la réalité et non pas moi qui le projette, et qu'ensuite on attribue à tout cela d'une façon univoque. Hein. La fameuse vision de l'universel qu'on trouve chez les médiévaux, l'universel c'est unum ex multis, in multa et ad multa. C'est à partir de beaucoup de réalités qu'on saisit ça. Il faut avoir rencontré Pierre, Paul, Jacques, Germain, Jules et Anastase pour voir que, bien qu'ils soient très différents, l'un est jaune, l'autre est noir, l'un est petit, l'autre est grand, l'un a des lunettes, l'autre pas. Il y en a un qui est gros, un qui est barbu. Qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça? À partir de tout cela, je vois qu'il y a des choses communes. Et ensuite, c'est pas moi qui le projette. C'est pas un concept que je forge à côté de la réalité. C'est dans cette réalité. Pierre, bien qu'il soit barbu, est homme comme Paul qui est glabre et que Pierre est énorme et que Paul est maigrichon comme un coup de trick. Eh bien, ils sont tous les deux hommes de façon univoque, c'est-à-dire exactement de la même façon. Bien qu'ensuite, individuellement, ils aient des tas de qualités différentes, mais ça, c'est pas le problème. Ensuite, on ira plus loin, c'est l'analogie, on dira tous sont uniques dans l'être, et pourtant l'être est commun à tous, c'est ce qu'on appellera les transcendantaux, et l'universel est analogique. Eh bien ça comporte un processus, un chemin de l'intelligence qui est capable d'abstraire, c'est-à-dire de laisser tomber, abstraire, tirer loin d'eux, de retirer tout ce qui est individuel pour ne garder que ce qui est commun. Alors après la question c'est où serait introduit le singulier? Bon, il y a la propriété, etc., mais je ne rentre pas dans tous les détails ici, ce n'est pas mon sujet. Donc la nécessité repose dans le fait que je suis en philosophie du vivant et que c'est bien après avoir saisi l'âme, si je puis dire, et en ayant commencé par étudier soigneusement l'assimilation végétative, quelle horreur! Il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans l'assiette pour saisir ce que c'est que la pensée. Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que si on néglige son assiette, on ne comprend plus rien à la pensée. Et on idéalise. On se prend pour un être spirituel alors qu'on est vulgairement capable de dormir. Celui qui refuse la vie végétative finira par ne plus rien comprendre à la vraie vie de l'esprit telle qu'elle existe dans l'homme. Il idéalise. Et ça conduira à des confusions majeures, à faire de l'esprit quelque chose de substantiel. Et donc tôt ou tard, on confondra le mode divin de la pensée et le mode humain. Non, l'homme est esprit, mais il n'est pas Dieu. Sa pensée n'est pas son être. Et c'est l'erreur de tout idéalisme. Parce qu'on veut partir de l'esprit, parce qu'on se prend pour quelqu'un de spirituel. Alors qu'on dort comme tout le monde. Le petit René Descartes dormait dans son berceau. Ah oui, oui, oui. Il n'est ni un ange, ni un dieu. On sait le vieil adage populaire. Qui fait l'ange fait la bête. Ben oui. Qui fait l'ange devient complètement bête. Parce qu'il a oublié de voir que la pensée humaine, on ne peut la saisir qu'analogiquement à partir de ce que c'est que... comme disait l'adage là aussi, du bon sens.
Primum vivere deinde philosophari. D'abord vivre, c'est-à-dire manger, dormir, être à peu près équilibré, être ouvert au monde, s'intéresser à ce que je vois et non pas vivre dans ma bulle et ne rien voir de ce qu'il y a sous mes pieds. Il y a des gens qui écrasent tout sur leur passage parce qu'ils sont dans leur tête, comme on dit. Mais dans leur tête, en fait, ils sont dans l'imaginaire, ils pensent qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas, ils sont dans l'image. Ils sont dans leur petit cinéma, avec leurs petits écouteurs, avec leurs écrans. C'est très intéressant, hein. Ils ne pensent pas. Alors c'est la deuxième question. L'intelligence est capable de tout, elle peut tout recevoir. D'où vient alors que l'homme est souvent si peu curieux de la réalité, si peu intelligent? Non, il a la capacité, mais il l'exerce peu. Qu'est-ce qui permet à l'intellect actif de s'exercer davantage? Ou qu'est-ce qui l'empêche de s'exercer? Alors il faudrait reprendre la phrase d'Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, que les médiévaux ont repris en traduisant en latin, donc je la donne en latin, c'est plus facile. Ut in pluribus manent in sensu. La plupart des hommes demeurent dans le sensible. C'est une phrase d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. La plupart des hommes demeurent dans l'imagination, dans les passions. Et ça augmente avec les petits écrans, avec l'intelligence artificielle. Mais c'est plutôt le règne de la bêtise naturelle. Parce que si je remets mon intelligence qui est capable de se mouvoir à un outil sans plus rien me demander, je suis devenu d'une bêtise crasse, et très très crasse. Il faut prendre la brosse à chien-dent pour nettoyer le coco. Parce que si on est dans l'intelligence artificielle, on a délégué à une machine ce qui est notre plus grande autonomie vitale, mais qui est très fragile, parce que l'intelligence s'exerce en dépendance du sensible. C'est-à-dire, elle se nourrit de ce dont l'homme a l'expérience, parce qu'il est dans le monde physique et il ne peut pas s'en abstraire. Donc c'est pour ça, quelqu'un qui est sur ses écrans et dans ses écouteurs, remettez-le les pieds dans la glaise. Et sur son tas de fumier, avec sa fourche, pour retrouver le contact du réel. La vache meugle. Et ce n'est pas l'écran. L'écran ne meugle pas. Il meuble de façon proportionnée. Tandis que la vache, oh non, je ne peux pas la gérer. Elle s'intéresse à son picotin, point. Elle se laisse traire, si elle est légèrement dressée. Mais le réel brut, comme disait Merleau-Ponty, l'être sauvage. Il faut quitter la redingote de la convention. Il faut quitter le revêtement du langage que l'on croit qu'on connaît parce qu'on a des mots. Ça, c'est la remarque que fait Aristote. Le sophiste se revêt du manteau du philosophe parce qu'il en a le langage, mais non pas la pensée. Et c'est le problème du monde mondain. On fait conversation. On est tout à fait poli. On dit merci comme il faut, au bon moment. On est un bon chien savant, bien éduqué. On a les frisous au moment où il faut. On a son petit nœud, on est allé chez le toiletteur pour chien. C'est ça la mondanité. On est chez le toiletteur pour chien. Il faut être présentable. Mais on n'a rien pensé de la réalité de façon autonome. On répète ce que raconte le journal ou ce que dit la boulangère parce qu'elle a la même position politique que nous. Et si on n'est pas d'accord, on est contre la boulangère. Voilà à quoi se ramène la plupart du temps la manière dont les gens pensent. Et on classe et on catalogue et puis on en fait des gorges chaudes dans les dîners mondains et on n'hésite pas à être dans la calomnie. On n'a rien expérimenté de la réalité, mais on continue de répéter. On est parvenu à la source. La source de la pensée, c'est quoi? Ce qui est. Et ce qui est, seul, est ce dont l'intelligence peut tirer parti pour penser l'intelligible. Ce qui est, pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est une voie d'accès pour conduire. Je vais vérifier si ce qu'on me dit est vrai, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à la réalité. Quand j'écoute un cours, ce qu'il dit est-il vrai? Allons voir le texte. Il raconte ça d'Aristote. Est-ce que c'est bien le texte d'Aristote? Commençons par ça. Je citais l'autre jour Simone Veil, la philosophe, qui dit « Mais comment quelqu'un comme Maritain peut-il affirmer qu'Aristote est pour l'esclavage? Il suffit d'ouvrir la politique pour voir que c'est le contraire. » On ne peut pas faire dire à un auteur ce qu'il ne dit pas. Donc, on ne peut pas accuser quelqu'un d'enseigner quelque chose qui est contre la foi si c'est de la théologie quand il ne l'a jamais enseigné.
On n'a pas lu ce qu'il dit, on n'a pas écouté ce qu'il raconte. On interprète en fonction de notre a priori et on en fait des gorges chaudes dans les dîners mondains et ecclésiastiques. Voilà, la plupart du temps. Ut in puribus manent in sensu. La plupart des gens demeurent dans le sensible, dans l'image, dans le pignon, dans ce qu'on répète, dans le langage. Il faut déshabiller l'ardingote pour retrouver l'être sauvage, dit Merleau-Ponty. C'est ça l'intérêt de la phénoménologie, c'est qu'elle veut revenir. Alors le problème, c'est qu'elle en reste au réel vécu, elle ne va pas assez loin. Mais on voit bien que dans la démarche, c'est intéressant, parce qu'on en a par-dessus la tête d'un réel qui est revêtu de la pensée dialectique. Donc, qu'est-ce qui permet à l'intellect actif de s'exercer davantage ? De se confronter au réel, d'être attentif à ce qui est, et d'avoir une certaine ascèse quant à ce qui nous plonge dans l'imaginaire. Il y a des gens, quand ils voient un film, ils en font des gorges chaudes pendant 3 mois. Ils ne sont plus dans le réel. Un film et un livre ne m'éclairent que si ça renvoie à quelque chose que j'ai expérimenté. Alors je me nourris de mon expérience et du réel dont j'ai l'expérience, pas du film. Le film est un chemin. Le livre est un chemin. Le cours est un chemin. Ah, c'est très radical, c'est ce qui veut dire à saint Thomas d'Aquin que le maître de l'intelligence, c'est la réalité. Et le maître qui enseigne ou qui écrit un livre, c'est un moyen donné pour m'aider. Quelquefois parce qu'il m'éclaire, quelquefois parce que je ne suis pas d'accord, à me nourrir de ce qui est. C'est pour ça que l'interrogation est l'éveil de l'intelligence. C'est ce que faisait Socrate. Socrate veut réveiller les... Il dit exactement ça. Athéniens, vous êtes un bon cheval de bonne race, mais un peu mou en raison de votre taille. La quantité, l'extension économique, l'extension du pouvoir, etc. Ah, le danger, c'est de s'affadir, c'est de se ramollir. La quantité de l'argent, la quantité des choses à gérer, tout ça, ça s'additionne. J'arrive plus à faire face. Donc, revenir à la réalité et s'interroger sur ce dont j'ai l'expérience, sur ce qui est. Et en ce sens, il y a une certaine critique qui est salutaire. Ça peut être l'objection de quelqu'un. La critique, ah tu dis ça, mais est-ce que tu es bien sûr que c'est comme ça? Tu as été vérifié? Tu es en train de me faire des phrases là. Tu brasses du vent, tu répètes. Et en plus, tu te coules affectivement dans ce que raconte l'autre, parce que comme l'autre, tu l'aimes bien, tout ce qu'il dit, c'est bien. Tu t'es posé aucune question. L'affectivité passionnelle n'est pas la mesure de la vérité, jamais. Donc ça veut dire que je dois faire attention, je dois être lucide. Il y a une critique préalable qui consiste à déblayer le terrain. Je vois que j'ai encore des a priori qui me collent à la peau depuis 40 ans que je fais de la philosophie. Je pense toujours que celui qui est de tel coin, il est bête comme ses pieds. Non, il est très intelligent, autrement que toi. Et c'est plutôt quand tu dis ça, toi, qui te fais preuve de la grande bêtise. Parce que tu as tes catégories, tes œillères, ton éducation, ton milieu social, ta religion, ta race, ton copinage, ton sexe. Moi, je suis une femme, jamais un homme ne me comprendra. C'est complètement idiot. Moi, je suis un homme, jamais une femme ne comprendra qui je suis. Oui, il y a une différence, mais précisément, l'amitié fait qu'on est capable de comprendre l'autre, d'entrer dans ce qu'il est en le respectant. On est capable, si on est européen, d'écouter un Africain sans voir la catégorie, c'est un Africain, donc il est comme ça. Non, c'est un être humain. Ah, donc c'est très exigeant. C'est là où la philosophie de Kant a joué un rôle intéressant. C'est qu'elle apprend, du moins elle souligne, le danger qu'il y a à rester dans des a priori, critiques de la pensée. Alors on dira en ce sens que le philosophe forme l'esprit critique, faisons attention, ce n'est pas ce qu'il fait de premier. Mais si je cherche la vérité, je dois devenir lucide, à la fois positivement et négativement. Positivement, quelle est la manière dont je connais les choses? Et quelles sont les limites qui sont les miennes? Et puis négativement, où sont les a priori? Parce que je vois que j'en ai encore un. Pour l'Auvergnat, tout ce qui est en dehors du Puy-de-Dôme n'est pas Auvergnat. C'est un a priori.
Alors ça peut être un mode d'humour, mais quand ça devient un a priori, ça devient bête. Parce que c'est même contre l'histoire. Etc., etc. On peut développer. Hein. Donc, la critique nous aide à dépister les lieux où l'intelligence est comme enfermée, aveuglée. Platon avait saisi ça quand il disait que les hommes sont face au fond d'une caverne et se contentent des ombres, c'est-à-dire des images, des représentations, des discours, des apparences, quoi. Et là, il y a quelque chose de tout à fait salutaire chez Platon. Il faut détourner. Alors après, est-ce que le réel existant est bien les formes en soi? C'est une autre question. Mais il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Quitter ces a priori. Quitter les apparences que je prends. Prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. On a confondu les choses. Et on croit que si on se compte et on se contente de ce qu'on a dit. Voilà. Et on répète. Madame la maîtresse, elle a dit ça, gna gna gna, hein. Voilà. Il y a des gens qui restent au niveau de la maternelle. La maîtresse a dit que. Alors, la maîtresse a dit que, mais sauf que quelquefois, elle ne dit pas toujours ce qui est. Donc, revenir à ce qui est, qui seul est vrai. Et la parole n'est vraie qu'en tant qu'elle transmet une pensée qui est vraie, qui n'est vraie elle-même qu'en tant qu'elle dit quelque chose du réel. Il y a 3 niveaux. Ce qui est pensé, ce qui est dit. Et comme c'est déjà délicat, parce qu'entre arriver à exprimer sa pensée, avec un langage qui a des limites. C'est le passage par exemple du grec à l'arabe et de l'arabe au latin pour les textes d'Aristote, ou du grec au latin directement. Le langage a une part de convention, donc a des limites. Il y a des langues qui expriment très facilement telle chose, d'autres moins. On dit que la langue basque a 400 mots pour parler de la brebis, parce que c'est un peuple de bergers. Oh, quelle finesse de connaissance de la brebis! Il y a des langues où on n'a jamais vu un mouton, donc il n'y a pas de danger. Dessine-moi un mouton. Oui, dessine-moi un mouton. C'est quoi un mouton? D'ailleurs, c'est un mot équivoque, parce que le mouton, c'est aussi la poussière qui traîne dans un coin. C'est aussi la mer qui moutonne. Il y a des moutons sur la mer. Ah bon, il y a des moutons sur la mer? Il y a des moutons qui nagent maintenant? Non. Donc, comment ça se fait qu'il y a le mouton dans le pré? Il y a le mouton dans la prison, qui est celui qui cafte auprès du maton, n'est-ce pas? Le mouton parle au maton. Et puis il y a le mouton sur la mer qui moutonne. Et puis il y a le mouton qui est dans un coin sous le meuble qu'on n'a jamais balayé, parce qu'on met la poussière dessous pour que ça ne se voit pas. Tout ça moutonne. Très amusant la langue française. Donc à quel niveau on est? Évidemment, l'ordinateur et l'intelligence artificielle ont de la peine à saisir ça, parce que c'est l'univocité 1-0. Voilà. Le reste n'existe pas. Alors, la plupart des gens demeurent dans le sensible. Donc le grand obstacle, c'est que l'intelligence doit se servir et dépasser, éclairer l'image. Et l'image, je peux très bien y rester, parce que soit elle m'impressionne, soit elle me terrorise affectivement, soit je suis engoncé dedans, donc je suis un gros paresseux, je me contente des images, je regarde la télé toute la journée, voilà, et je me contente des images, ça m'occupe au moins. Tandis qu'affronter le réel qui n'est pas la télé, c'est une autre paire de manches. C'est pas du prédigéré. Ce n'est pas du vomi qu'on me resserre. Il faut y aller carrément du beefsteak, ce qui est. La télé, c'est de la prédigestion. Voilà ce qu'a dit Madame Machin au journal de 20h. Ah bon? Mais c'est curieux. Je vis dans ce dont on parle, donc ce n'est pas du tout vrai, je le sais. Il faut avoir fait ça à l'expérience une fois dans sa vie, et ce jour-là, on a compris. Que autre chose ce qu'on raconte, autre chose ce qu'il en est. Alors du coup, on commence à s'interroger sur le réel. Et donc, on est capable de critiquer l'opinion. Alors, ceci étant rappelé, le philosophe qui explicite dans le stoïcisme le problème de la personne, c'est Épictète. Donc c'est le stoïcisme tardif. Il y a quelques aspects chez Sénèque et chez Marc Aurèle, mais somme toute, c'est vraiment Épictète qui emploie le premier, le mot prosopone, pour avoir cette expression très belle, agit selon la personne. Alors ça a un premier sens, qui d'ailleurs vient
bien avant Épictète, de la tradition grecque, c'est d'abord le rôle. Mais il y a un texte d'Épictète qui est célèbre, qui est très beau, mais vous voyez, on va passer du rôle à quelque chose qui est beaucoup plus profond, pas seulement le rôle de l'acteur, mais de fait, l'homme est dans ce monde avec un rôle qui est propre à l'homme, c'est ça la question. On dirait aujourd'hui peut-être une fonction. C'est déjà en filigrane chez Aristote, dans l'Éthique à Nicoma, quand Aristote dit, mais se peut-il que tout artiste ait une fonction propre ou une activité propre et que l'homme n'en ait pas? Et c'est quoi la fonction de l'homme pour Aristote? C'est d'acquérir le bonheur. C'est-à-dire d'agir d'une façon volontaire pour tendre à sa fin. C'est comme ça qu'il devient heureux. Le bonheur est une propriété de l'activité volontaire. Donc il revient à l'homme d'agir d'une façon volontaire. Mais ça, c'est quelque chose que va reprendre précisément le stoïcisme. Donc c'est en filigrane déjà, bien avant le stoïcisme. Quand Aristote se demande, mais ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas caractéristique de l'homme. Mais c'est vrai qu'il en reste à l'homme. C'est ce que nous avons vu les 2 dernières fois. Alors, Épictète va passer de là en disant, mais ce qui caractérise cette fonction, ce rôle de l'homme qu'il joue dans ce monde, c'est précisément telle ou telle chose. Nous allons voir. Alors, je lis d'abord ce texte. Souviens-toi que tu es comme un acteur. C'est à toi de bien tenir le rôle qui t'est confié. Et c'est à un autre de te le choisir. Ça vient du stoïcisme, qui consiste à dire que la nature fait que chacun est à sa place. Donc si tu es un homme, tu dois tenir un rôle d'homme. Agis selon l'homme qui est en toi, c'est quelque chose qui vient déjà de Socrate. N'oublie pas la dignité qu'est la tienne. Est-ce que tu agis conformément à ce qu'est un homme, un être humain? Ou bien tu refuses le rôle qui t'est donné parce que ça te fait peur. Il y a des gens comme ça. Ils ont peur d'être pleinement humains. Donc du coup, ils bêtifient. Ils préfèrent être moine, c'est-à-dire moine au sens de l'obéissance, novice. Moi, je veux obéir, mais choisir, non. C'est beaucoup trop de responsabilité. Je préfère suivre ce qu'on me dit. Ah oui, l'obéissance, dira Aristote, c'est bon pour l'enfant. Et, évidemment, ça c'est plus tout à fait actuel, mais c'est bon pour la femme. C'est bon pour l'enfant en tant qu'il n'a pas encore la capacité de choisir. C'est donc un état transitoire. Donc agis, souviens-toi que tu es comme un acteur, c'est à toi de bien tenir le rôle, prosopone, qui t'est confié, et c'est à un autre de te le choisir. Alors, ça c'est dans le manuel d'Épictète. Il y a encore une phrase qu'on trouve dans les Entretiens, au livre 1er, chapitre 29, dépose le laticlave, c'est la toge, prends des haillons et produis-toi dans ce rôle. Et un peu plus loin, le temps viendra bientôt où les acteurs croiront que leur masque, prosopeia, leur brodequin et leur robe, c'est eux-mêmes. Ils sont tellement dans la peau du rôle qu'ils finissent par croire que c'est eux. Donc vous voyez, il y a une corruption possible. À force de jouer un rôle, on finit par s'y croire. On se prend pour Zorro, quoi. On a le costume de Zorro, donc on est Zorro. Bon, c'est bien, l'enfant fait ça. Il est dans son trip, comme on dit aujourd'hui. Il est dans son jeu de rôle. C'est ça le jeu de rôle, c'est jouer un rôle. Alors, est-ce que je joue le rôle qui est conforme à celui que la nature m'a donné? C'est-à-dire, est-ce que j'agis selon la vérité de qui je suis? De là où on m'a mis. C'est un autre qui t'a mis là. Alors ça fait allusion bien sûr à Zeus et à la providence et à la nature. Que chacun soit à la place que la nature lui a donnée. Ça vient aussi de Platon, dans la République. Sauf que pour les stoïciens, c'est l'ensemble, c'est plus seulement la cité, c'est le monde. Dans ce monde, l'homme a une place particulière. Et il revient à l'individu, par ses choix, d'agir conformément à cela. C'est donc ici qu'on voit apparaître le rapport chez Épictète entre le choix qui va être selon le logos et la liberté, donc la personne.
Autre texte, où on va un peu plus loin. En quoi consiste ce rôle de l'homme? À distinguer selon le logos, de ce qui est alogone. Ça vient encore d'Aristote. Dans le livre premier d'Éthique à Nicomate, quand Aristote distingue, non plus au niveau de la vie, mais au niveau de l'agir, qu'est-ce qui est proprement humain? C'est ce qui est ayant le logos. Qu'est-ce qui est sans le logos absolument? La vie végétative. Et qu'est-ce qui est ayant le logos comme un enfant obéit à son père? C'est-à-dire ce qui dans l'homme, la vie sensible, est capable d'acquérir une vertu sous l'action de l'intelligence et de la volonté, et donc de s'humaniser. Ça se trouve à la fin du livre premier d'Éthique à Nicomate. Cette distinction, qui n'est pas celle de la philosophie du vivant, de la manière d'agir. Il y a quelque chose dans l'agir qui échappe à la volonté. Je peux dire à mon estomac de mieux digérer. Si mon estomac est malade, j'allais dire, il n'en fera qu'à sa tête. Je ne peux pas raisonner la vie végétative. C'est pour ça que Aristote dira qu'on n'a dessus qu'un pouvoir indirect. Et les médiévaux reprendront cela en disant qu'il n'y a qu'un pouvoir politique sur la vie végétative. Si je sais que je suis fragile dans la digestion, je ne veux pas manger comme 4 une choucroute pour 20 personnes. Bon, parce que c'est Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. On en tombe malade. On n'arrive plus à assimiler. Donc, je ne vais pas me mettre dans une situation, n'est-ce pas, quand on arrive à un moment de certaines fêtes, n'est-ce pas, il y a des gens qui attendent de se gaver de chocolat. Bon, mais attention aux conséquences. Non, donc je vais avoir une attitude indirecte, parce que je connais mes limites. Tandis que la vie sensible, elle peut s'éduquer. Si je sais que je suis un trouillard de première classe, je vais faire un peu attention pour dépasser mes peurs. Et peu à peu, je vais conquérir, c'est de l'ordre de l'irascible. Donc les gens qui sont dans la peur toute la journée, c'est qu'ils manquent d'irascible, ça devient des limaces. D'ailleurs, ils se tiennent comme des limaces. Ils prennent la forme de la cuillère qui les ramasse. Ils s'abandonnent, tel le fromage trop fait. Aux circonstances, etc. Ils sont trop dans le concupiscible, c'est-à-dire ils sont uniquement en fonction de ce qui va dans la pente. Donc il faut suivre la pente. Non, l'irascible fait que je ne subis pas les circonstances. On voit apparaître peu à peu ce que diront les stoïciens. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi et qu'est-ce qui dépend de moi? Il ne dépend pas de moi que tout d'un coup il y a un orage monumental. Si j'ai très peur de l'orage, très bien. Mais il dépend de moi de savoir comment je vais faire pour supporter cet orage. Voilà. Et non pas me livrer à n'importe quoi parce que c'est la panique totale. Et donc je fais n'importe quoi. Oui, c'est ça le premier discernement. Pour le vivant raisonnable, c'est-à-dire qui a le logos, ce qui est en dehors de lui, qu'il ne peut pas intégrer, ce qui est sans aucun logos. Alors c'est pour ça donc du coup, est-ce que c'est universel ça? C'est intéressant parce qu'on voit apparaître à cause de ça la question du sujet. On constate que non. On constate qu'il y a des gens qui ont très peur toute la journée, il y a des gens qui n'ont pas peur. Ils sont peut-être même trop téméraires parfois. Donc les tempéraments ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs ça peut varier, parce que ça peut varier avec notre âge, ça peut varier avec notre fatigue, ça peut varier avec notre état de santé, ça peut varier, etc. Quelquefois, oui, tel symptôme est signe que cette personne est vraiment malade. De même qu'on peut être malade au niveau biologique. Dès qu'on mange un petit truc, on ne l'assimile pas. On est malade. On arrive à une situation limite de l'assimilation. Et donc, apparaît la question du sujet, qu'on voyait déjà là aussi, avant les stoïciens. Donc, on voit bien que les stoïciens ne sont pas des gens qui inventent. Ils vont exploiter quelque chose qui a déjà été distingué. Mais ça reste très intéressant. Parce que c'est déjà dit bien avant. Notamment chez Platon, notamment chez Aristote, avec des nuances bien sûr, mais la sensibilité, donc les passions en particulier, sont des choses qui sont individuelles. Il y a des gens qui sont très sensibles sur tel aspect,
et le voisin d'à côté ne l'est pas de la même manière. Donc il y a des variations. Donc apparaît la question d'un sujet, c'est-à-dire d'un individu qui, devant la même réalité, agit ou ressent les choses autrement que son voisin. C'est ça la question qui apparaît, qui est intéressante. Je peux évidemment rester dans quelque chose d'un discours purement abstrait. La peur a pour objet le mal dangereux qui s'approche. Ok ? J'ai peur du gros chien qui va me mordre. Et le jour où il arrive et que hop, la mâchoire s'ouvre et tac, c'est sur le mollet, là c'est plus la peur, c'est aïe, c'est la douleur. Qui est encore une passion. Mais tant qu'il n'est pas encore là et qu'il s'approche, j'ai peur, je cours. Mais plus je cours, plus il court. Hein. Donc, ça c'est l'analyse. Mais je vois que celui qui court devant le gros chien ne court pas de la même manière que le voisin. Il y en a un qui se retourne et qui attrape le chien, qui dit mais un crac. Hein. C'est Samson qui ouvre le lion en deux. Il est sans peur parce qu'il a une force, etc. Bon, relisez, c'est magnifique l'histoire de Samson face au lion. Alors voici le texte d'Épictète. Hein. Le rationnel et l'irrationnel sont autres pour un autre. Pour chacun, c'est différent. Comme le mauvais et le bon, l'inutile et l'utile. Bah oui. Quelqu'un qui a une compétence, cet outil lui est utile parce qu'il sait s'en servir. Mais celui qui est un gougnafier qui ne sait pas s'en servir, cet outil ne lui sert à rien. Alors il veut juste le mettre dans sa vitrine parce que comme ça il possède. Il y a des gens comme ça qui ont des centaines de clés. Mais ils ne s'en servent pas, c'est inutile. Mais ils ont des clés. Ils collectionnent les clés. Un timbre, c'est fait pour poster. Mais il y a des gens qui font collection de timbres. Ah, parce que ça a de la valeur. Ah, donc c'est utile comme patrimoine, comme placement. Ah, très bien. Donc on détourne quelque chose. Ce n'est plus le timbre pour payer une taxe, c'est le timbre qui a une valeur en soi et qui est dans mon petit cahier. Alors, l'utile et l'inutile, c'est différent pour chacun. Parce que c'est relatif à un usage. Or, c'est quelqu'un qui use de quelque chose. C'est pourquoi l'éducation, ah voilà, c'est très socratique. Les stoïciens retiennent de Socrate l'aspect éducatif. Les stoïciens sont plus des éducateurs que des philosophes. Ils s'intéressent surtout à comment on va changer les hommes. Il faut quand même que ce monde soit un tout petit peu moins corrompu. Il faut quand même éduquer les gens. Il faut leur faire des sermons. Et pour ça, Socrate a le premier essayé de faire comprendre les choses aux gens. Et il en est mort, le pauvre homme, donc nati sunt tout exemplar, même si j'en meurs, le tout c'est que je sois exemple. Regardez-moi, moi je suis comme ça. Oui, sauf qu'un exemple ne peut pas être universel. Il peut inspirer, mais il n'est pas imitable, parce que je ne suis pas le voisin. Donc comment éduquer ? C'est très intéressant. Donc l'éducation apprend à adapter conformément à la nature notre prolepsis du rationnel et de l'irrationnel, notre appréhension du rationnel et de l'irrationnel aux réalités particulières. On adapte ça. Qu'est-ce qui est rationnel dans cette situation ? Ça s'apprend. Donc ça s'acquiert. C'est là où il y a l'éducation, mais les stoïciens seront avant tout attentifs à l'éducation morale, c'est-à-dire l'acquisition des vertus. Car pour déterminer le rationnel et l'irrationnel, nous ne jugeons pas les choses extérieures selon leur valeur, c'est-à-dire juste en soi, mais encore chacun d'entre nous selon notre personne. Ah, voilà, ça c'est très intéressant. Donc, quel est le rôle de l'homme ? C'est d'user de tout ce qui est à sa portée irrationnelle et rationnelle selon... Alors, il y a une valeur en soi. Par exemple, la vertu de courage, en soi, a une valeur. C'est honorable d'être courageux. Tandis que c'est déshonorant d'être un poltron, un trouillard qui sauve en courant dès qu'il y a une mouche qui l'attaque. Donc, c'est pas très noble. Donc quand même, les gens qui disent qu'il faut avoir un peu de gueule, alors ils vont dire, oui, en soi, le courage, c'est bien. Oui, mais toi, c'est quoi pour toi être courageux selon ta personne à toi ? Il y a des pygmées qui ne bougent pas devant un éléphant, mais toi, tu seras déjà un peu courageux quand tu ne fuiras pas devant une mouche. C'est déjà pas mal. Non ? Donc commençons par accepter la mouche qui m'attaque. Mais je vais lui faire la peau, si elle a une peau. Ça c'est sûr. Voilà. Et ça donne 7 d'un coup.
Donc, c'est très beau, hein. Il y a l'irrationnel et le rationnel. Et ça se discerne grâce à l'éducation pour adapter notre jugement aux réalités particulières. Je vais apprendre à me comporter. La loi ne suffit pas. Il faut juger selon notre personne. Alors c'est très beau parce que ça reprend des choses qu'on trouve chez Aristote à propos de la prudence. Le juste milieu entre l'excès et le défaut, c'est selon l'orthos logos, dirait Aristote, tel que le détermine l'homme prudent. Donc, pour les stoïciens, et nous y reviendrons, pour Épictète, la personne, c'est premièrement cela. Ce discernement pratique pour agir selon le logos et non pas subir ce qui est sans le logos. Alors c'est là où va apparaître la relation entre le choix et la personne, et donc le rapport entre la personne et la liberté. C'est une liberté intérieure. Je ne dépends pas, je ne me préoccupe que ce qui dépend de moi. Que puis-je faire de cette mouche ? Mais je ne vais pas me préoccuper de ce qu'il y a une mouche parce que je ne peux rien y changer, elle vole. Et elle ne m'a pas demandé mon avis. Donc, comprenez bien la métaphore. L'événement qui se produit ne dépend pas de moi. L'homme qui agit pour m'aider ou au contraire pour me combattre ne dépend pas, ça ne dépend pas de moi. J'y peux rien si tout d'un coup il y a un type qui veut ma peau. J'y peux rien. Ou au contraire, je veux dire, tant mieux s'il y a quelqu'un qui est prêt à m'apporter son aide. Magnifique. Mais qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce qui dépend de moi ? Et donc on voit bien cette philosophie d'une immanence du sujet qui est capable de choisir et qui ainsi devient libre. Donc c'était d'ailleurs un très beau livre dans une collection qui s'appelle Maître spirituel, qui s'intitulait Épictète ou le secret de la liberté. L'auteur était, si j'ai bonne mémoire, Gabriel Germain. Ça, c'est une très belle introduction à Épictète. Bon. Et c'est montré que c'est une philosophie de la liberté, entendue comme le sujet qui est conscient et qui est capable de choisir sans se laisser détruire par ce qui ne dépend pas de lui. Alors c'est justement, et nous viendrons là-dessus la fois prochaine, comment discerner, puisqu'il faut agir selon la personne qui est en nous, et ainsi tenir le rôle de l'homme dans ce monde, qu'est-ce qui nous permet de reconnaître, de discerner ce qui est selon la personne, puisqu'il faut juger le rationnel et l'irrationnel selon la personne qui est en nous. Aristote répond selon l'orthos logos, tel que dirait l'homme prudent. Oui, bon, il donne sa langue au chat, apparemment, parce que ça ne nous dit toujours pas ce que c'est. Est-ce qu'on va avoir la réponse toute faite, là, machin, c'est comme ça qu'il faut faire ? C'est ce que dit la loi ? C'est ce que dit maman ? C'est ce que dit ta copine ? Donc tu n'as aucune autonomie, donc tu n'es pas libre. Tu te contentes donc parce que tu as la cote affective, donc du coup tu fais selon ce qu'on t'a dit de faire. Très bien, tant que j'ai pas la lumière, tant que j'ai pas la prudence, alors je m'appuie, mais je suis esclave en fait. Je suis esclave. Épictète était l'esclave d'une philosophe. Je suis esclave au sens de incapable de discerner ce qui est selon la personne. J'en reste à ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. Voilà. C'est beau parce que c'est le rapport, c'est la question de la croissance de l'autonomie de la personne. L'autonomie, pas ici au sens de l'être et de la métaphysique, mais au sens de l'autonomie morale. La personne, c'est son choix. Il y a des gens qui ont peur de dire leur choix, il y a des gens qui ont peur de choisir. Ils disparaissent de côté, qu'est-ce que tu aimerais ? Tu choisis quoi ? Rien du tout. Je préfère que les circonstances choisissent pour moi. Je m'en remets au sort. Alors je vais me faire un sacrifice au pied du baobab pour que le sort me soit favorable. Non, à un moment, c'est l'homme est maître. Il a le dominium sur ses actes.
Alors c'est cette remarque d'Épictète, et nous y reviendrons la fois prochaine. Ce n'est pas subitement que l'homme acquiert la noblesse d'âme. Examine seulement à quel prix tu vends ton choix libre, ton choix personnel. Du moins, homme, ne le vends pas pour rien. C'est très beau. Hein. Pour quelqu'un qui connaît l'écriture, c'est le plat de lentilles. Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Triste personne. Sa liberté, c'est au niveau du plat de lentilles. Il veut juste bouffer parce qu'il a faim. C'est incroyable. Examine à quel prix tu vends ta liberté, ton choix, ta noblesse, ton choix libre. C'est très intéressant. Certains le vendent pour de l'argent. Du moment qu'on me paye, j'abdique. Je vote comme on m'a dit de voter. C'est ce qui se passe au Parlement. Hein. On m'a promis une réélection, donc je vote contrairement à ma conscience, parce que je sais qu'ainsi, on me promet qu'on va me favoriser pour être élu. Ça s'appelle la corruption. Hein. On corrompt la conscience de quelqu'un, alors qu'en conscience, il y a non, je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas choisir ça. Ok, mais je vote quand même parce que c'est la discipline de groupe. Alors, c'est le côté moutonnier, hein, encore un sens du mot mouton. Ben, je suis. Parce qu'on m'a quand même fait miroiter que. J'ai pas le courage de dire non. Ah, c'est pour ça que certains diront que ça va apparaître d'abord quand je dis non. Jamais je ne me prostituerai à renoncer à cela parce que c'est contraire à la vérité. C'est ce qu'avait montré Socrate. Il est prêt à mourir plutôt que de renoncer à ce qu'il veut être comme philosophe. C'est très intéressant. À quel prix estimes-tu ton choix libre ? C'est-à-dire, tu es capable de l'abdiquer à partir de quand ? Est-ce que c'est au prix de ta vie ? Ça, c'est le martyr. Alors, chapeau. La vie vaut d'être mise en question par rapport à la vérité. Alors là, on est devant un héros. Mais il y a des gens qui vendent leur choix pour un plat de lentilles. Et en plus, c'est vite mangé. Donc c'est... Oh, il n'y a déjà plus rien. Et j'ai abdiqué mon choix. Donc je ne suis plus une personne au sens d'Épictète. Donc, c'est intéressant de voir que le critère, Épictète dit, pour avoir le critère de ce que c'est qui est selon la personne, demande-toi à quel prix tu renoncerais à un vrai choix. Libre. Tu es amoureux de cette femme, tu l'as choisie pour être ton épouse, mais on te dit que ceci, que cela, que cela, que cela, et tu finis par dire non. Donc, à quel prix renonces-tu à ton amour ? Je dis ça parce que c'est des choses qu'on voit dans l'expérience, et des choses qu'on voit, que la littérature a su mettre en lumière. Hein. La fidélité à un amour au prix de « Ah, puisque c'est comme ça, je te déshérite, puisque c'est comme ça, je te connais plus, puisque c'est comme ça, ceci, cela. » Donc, peut-être je peux me tromper dans mon choix, mais j'en prends la responsabilité. Donc ça exige, et là c'est ce que montrait Aristote, hein, que mon choix soit éclairé par la vérité, mais c'est pas un tel qui va m'apprendre. À un moment, c'est moi qui discerne ce qui est vrai. Ça va loin, hein, parce que ça peut coûter très cher. Demande-toi à quel prix tu vends ton choix libre, ton choix personnel. To ten seoton, seotu, pro airesin. Le choix libre qui est le tien. Du moins, homme, ne le vends pas pour rien. On touche là ici un absolu, et c'est ce qui fait que Épictète dira que personne, on voit apparaître ici une philosophie de la conscience, personne ne peut forcer mon choix libre. Même pas Zeus, dit-il. Donc ça veut dire que l'homme peut adorer Dieu, mais il reste libre de ses choix. Je peux dire oui ou non. Donc c'est la dignité de quelqu'un qui est conscient de lui-même. Hein. Et cette conscience de soi-même s'épanouit dans la proairesis, c'est-à-dire le choix délibéré, qui fait que je suis libre et que dans ma personne, quelque chose est inaccessible à toute contrainte. On sait l'exemple célèbre que prend Épictète. On peut m'enchaîner, on peut me casser la jambe.
ce n'est pas moi. Il veut dire par là que il y a quelque chose en moi qui est inaccessible à toute contrainte. C'est ce qu'on appellera plus tard, ou qu'on développera quand on parlera de la conscience. Au sens de, en conscience, je ne peux pas dire oui. Mais, alors il faut prendre quelques exemples, ici, quelques figures, parce que les stoïciens sont des gens très sensibles aux figures, aux modèles. Bien sûr, le grand modèle pour eux, c'est Socrate, mais ensuite, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des hommes, simplement, quelles sont ces personnes qui, à un moment, disent non, qui, à un moment, refusent, résistent, n'abdiquent pas, quelquefois au prix de beaucoup de choses. Alors c'est intéressant pour qu'apparaisse là, au-delà précisément de l'apparence, au-delà de la fonction sociale, au-delà du petit milieu bien confortable, tout d'un coup quelqu'un qui émerge et qui tranche et qui dit non, parce qu'il a dit oui à quelque chose. Le non manifeste quelque chose qui le caractérise. Demande-toi à quel prix tu vends ton choix libre, ton choix personnel. Du moins, homme ne le vend pas pour rien. Ça, c'est très fort. Ça se trouve dans les Entretiens au livre 1, chapitre 2.